Nous sommes ravis de vous retrouver, comme chaque mois, pour cette conférence avec un sujet intelligence émotionnelle, à la fois, voilà, qui veut, enfin, c'est une espèce de grand panier dans lequel on peut mettre plein de choses. Nous, on va essayer d'en ressortir un peu l'essentiel pendant les 45 minutes, l'heure qu'on va passer avec vous. Mais sur ce sujet, il est tellement vaste et tellement complexe qu'on pourrait vraiment passer beaucoup de temps. Avec Paulina, quand on a préparé la conférence, on avait écrit des pages de présentation et puis finalement encore ce matin on disait bon ça non ça va être trop ça va être trop ça va être trop parce que voilà il a fallu faire des choix sinon on tenait pas dans le timing. Alors comme vous l'avez compris et comme vous le voyez normalement sur la slide qui va apparaître, je suis très bien accompagné aujourd'hui puisque j'ai avec moi Paulina qui est consultante chez Chronos évidemment comme moi mais qui a aussi une double casquette puisqu'elle est psychologue du travail est particulièrement sensible sur tous ces sujets liés à l'intelligence émotionnelle. Et donc, il répondra évidemment avec beaucoup plus de précision que moi à vos questions lors de la partie questions-réponses. Alors, le programme d'aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? D'abord, de quoi parle-t-on? Autrement dit, dès lors qu'on parle d'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? On aura une toute petite partie liée à l'historique de la chose, et puis on rentrera très vite eh bien, dans un zoom sur les émotions, parce que finalement, c'est quand même de bien de ces sujets-là qu'il s'agit, et pour en arriver justement à décomposer d'une certaine manière l'intelligence émotionnelle à travers ces quatre grandes composantes, et puis faire les liens avec le management. Et puis plus particulièrement, en dernière partie de conférence, eh bien, il y a Benoît, qui est cher BP sur le site d'ISAC. Je le remercie à mon tour d'être avec nous et de prendre la parole sur ce sujet. Eh bien, qui interviendra, j'aurai l'occasion de lui poser trois ou quatre questions, et qui interviendra. L'intérêt de tout ça, c'est vraiment de venir connecter tout ce que nous, on peut vous dire avec la réalité de l'entreprise et particulièrement, évidemment, la réalité d'Ariane Group. Alors allons-y, on rentre dans le cœur de la conférence sur l'intelligence émotionnelle et de quoi parle-t-on dès lors qu'on aborde ce sujet de l'intelligence émotionnelle. Alors, on commence par parler justement de la relation qui est entre la tête, le cerveau, donc, et le cœur. Et l'idée, c'est quand même de mieux gérer son stress grâce justement à cet axe qui est axe cœur et cerveau. Mais on aurait pu ajouter également le corps, parce que oui, effectivement, nous avons des neurones qui fonctionnent en réseau, ce qui nous permet de dire que nous avons des neurones dans notre cerveau, nous avons des neurones dans notre cœur, et nous avons aussi des neurones dans notre corps. Et que ces trois sont interconnectés en permanence. En comprenant finalement les mécanismes du cerveau reptilien face à une situation professionnelle imprévue, une gestion de crise par exemple, nous pouvons choisir d'y porter un regard différent, moins subi émotionnellement et plus positif, grâce à l'observation de ses propres réactions physiologiques et de ses propres processus mentaux. Il est donc possible de développer la flexibilité du cœur, de l'organisme, pardon, pour lutter contre le stress. Grâce aux neurones qui fonctionnent donc en réseau, neurones du cœur, nous pouvons donc agir sur toutes les cellules de notre corps par réaction chimique. Comme une caisse de résonance, cela permet de créer un équilibre émotionnel face à toutes les tensions voilà, que nous rencontrons au quotidien dans le monde du travail et même en dehors évidemment du monde du travail. Et c'est bien dans cet équilibre-là, dans ce nouvel équilibre, que se développera ce qu'on appelle de nos jours le quotient émotionnel, le QI. Le QE. QE en français. Voilà, très bien. Vas-y. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais reprendre un peu la suite de ce que Eric il a déjà pu vous proposer. On se retrouve aujourd'hui pour parler des émotions, mais finalement, émotions au travail, pourquoi on en parle aujourd'hui? On sait que les émotions au travail, leur expression, malheureusement, ça reste toujours encore un sujet tabou. Les raisons, elles peuvent être très nombreuses. Plusieurs idées reçues, plusieurs schémas de pensée peuvent nous empêcher de parler librement de nos émotions au travail. Ça peut être la peur d'être jugé par nos collègues, d'être jugé par notre hiérarchie, la peur de montrer des signes de faiblesse, la peur de s'exposer un peu trop.
Or, nous savons aujourd'hui que l'expression authentique de nos émotions au travail est tout à fait bénéfique et même nécessaire pour bien travailler, pour bien collaborer ensemble. Et de l'autre côté, lorsque nous refoulons, lorsque nous cachons nos émotions, nous favorisons le stress au travail, comme Eric l'a bien dit, ce qui augmente le risque d'épuisement professionnel, nous favorisons l'apparition des conflits, des tensions au sein des équipes, nous augmentons les risques de démotivation, de désengagement, etc. Lorsque nous parlons de nos vécus émotionnels de manière libre et authentique, évidemment, ça améliore la qualité de vie au travail, évidemment, ça améliore la qualité de notre communication, de nos relations professionnelles. Parler librement, parler de nos émotions, ça nous permet de détecter plus facilement les situations qui peuvent être complexes, qui peuvent être problématiques, telles que par exemple la surcharge, les problèmes organisationnels. Et lorsqu'on les détecte rapidement, on y apporte des solutions beaucoup plus rapidement. Parler de manière authentique de nos émotions, de notre vécu émotionnel, nous permet d'être mieux compris par nos collègues, d'être mieux compris par nos collaborateurs, par notre hiérarchie. Ça permet plus facilement de solliciter de l'aide, de soutien. Bref, parler de nos émotions au travail, ça favorise à la fois le bien-être, ça facilite la coopération et donc ça joue de manière assez directe finalement sur la productivité, sur la coopération, sur la collaboration et donc sur la qualité finale de notre travail. Ok. Alors, nous prenons toujours la précaution d'apporter une petite caution scientifique à nos propos lors des conférences. Et pour ce sujet, c'est le médecin britannique Charles Scott Sherrington qui est passé à la postérité pour avoir inventé le mot de synapse pour désigner le point de connexion jusqu'alors très hypothétique entre deux neurones, partageant avec Edgar Douglas le prix Nobel Edgar, je crois que c'est en 1932, le prix Nobel de médecine pour justement leur découverte sur l'ensemble des fonctions de nos neurones. Ce sont en fait les premières approches démontrant que les neurones fonctionnent en réseau, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et que nous disposons de ces neurones partout dans notre corps, évidemment, y compris dans notre cœur. L'intelligence émotionnelle, c'est donc le langage du cerveau, mais c'est aussi le langage du cœur. Quand on ne comprend pas nos émotions, eh bien, on ne comprend rien à notre cerveau. Quand une de nos émotions de base, qu'on appelle aussi adaptative primaire, se manifeste, c'est qu'elle veut nous pousser à faire quelque chose, à agir. L'émotion, finalement, c'est le cerveau qui nous commande de faire quelque chose, de bouger, tout simplement. Alors, Paulina va nous parler justement d'une ancienne opposition, ce qu'on appelle le dualisme. Tout à fait. Cette approche très scientifique, finalement, elle est assez récente. Et pendant très très longtemps, les philosophes, les savants, ils faisaient la distinction très nette, très claire entre ce qu'on appelle la raison, la rationalité, tout ce qui relève de la pensée, les processus du haut niveau, et donc les émotions, quelque chose qui est beaucoup plus bas, qui relève des passions, des éléments plutôt irrationnels, basiques et parfois même animaux. Donc ce courant du dualisme, il exposait vraiment la rationalité, et les émotions. Et pour être rationnel, pour être objectif, il fallait se détacher de ces émotions, donc les mettre vraiment à l'écart. Aujourd'hui, nous savons, grâce aux avancées en neurosciences notamment, que cette idée du dualisme, de la séparation entre la raison et les émotions, elle est fausse. Cette idée, elle a été beaucoup soutenue par Descartes, et cette idée, aujourd'hui, se relève être complètement fausse. Et c'est en 1995 qu'un neuropsychologue, Antonio Damasio, publie un essai. Donc, aujourd'hui, vous pouvez l'acheter sous forme d'un livre, qui s'appelle L'erreur de Descartes, la raison des émotions. Dans son travail, Damasio il explique que les autres fonctions cognitives, telles que par exemple la pensée, la mémoire, la prise de décision, le langage, donc toutes ces fonctions cognitives, ils sont de manière très intime liées aux émotions,
à notre vécu émotionnel. Les dernières recherches en neurosciences démontrent que les émotions, ils guident nos comportements, que nos comportements, nos actes, ils ne sont pas possibles sans émotions. Ils nous permettent de prendre des décisions, ils nous permettent de nous adapter de manière efficace à notre environnement. Donc aujourd'hui, on sait très bien que vivre sans émotion, c'est pas possible. De prendre des décisions, d'apprendre les choses sans émotion, ce n'est pas possible. Les Robocop, ils y arrivent. On n'est pas des Robocop, sinon ce serait beaucoup trop facile. On aimerait bien vous présenter un petit cas clinique qui est assez incroyable puisqu'il permet très bien de démontrer effectivement ce lien très intime entre les émotions et les fonctions cognitives. Donc c'est un cas dont on parle beaucoup en neurologie. Donc c'est un cas clinique en neurologie, le cas de Phineas Gage. Nous sommes aux États-Unis en 1988 et Phineas Gage il travaille sur un chemin de fer. Je ne vais pas vous parler très longtemps de lui, mais un jour il lui arrive un accident et il est très gravement blessé. Donc vous pouvez le voir devant vous, il y a une barre de métal qui traverse sa tête en rentrant par sa joue et en ressortant au niveau de son front. Ça s'appelle pas avoir de chance. Voilà, c'est vraiment, c'était pas sa journée. C'était pas sa journée du tout. Ce qui est très surprenant, c'est que il a survécu. Ce qui est aussi très surprenant, c'est que non seulement il survit, mais sa conscience n'a pas été altérée. Donc, à premier abord, il n'a pas du tout de signe de perte de capacité cognitive. Il reste conscient, il garde ses capacités de langage, etc. Tout doucement, elle se rétablit et donc Phineas Gage, elle retourne à sa vie d'avant. Or, très rapidement, son médecin qui le suit, son entourage, il constate qu'il y a quelque chose qui n'est plus normal, il y a quelque chose qui ne va plus. Malgré le fait qu'il garde certaines de ses capacités cognitives, il sait toujours parler, compter, etc., on constate plusieurs changements. Il devient très irritable, donc quelqu'un qui était très calme et posé auparavant, ça devient une personne très grossière, très vulgaire. On constate également qu'il a de plus en plus de difficultés à mener une vie normale, c'est-à-dire à résoudre des problèmes tout à fait faciles, les problèmes de la vie quotidienne, à prendre des décisions. Il a du mal à mémoriser les informations, à apprendre des choses nouvelles. Donc finalement, ce qui le bloque, il n'arrive plus à accomplir certaines tâches quotidiennes, pourtant très simples. Ce qui fait qu'il change beaucoup de travail en fait, il change beaucoup de postes, il n'arrive pas à s'adapter à son environnement finalement de manière efficace. Et ce qu'on appelle aujourd'hui un syndrome frontal. Donc aujourd'hui, on sait que on peut imaginer la vie sans émotion. Voilà, on peut se dire, je vais refouler mes émotions, mais finalement, biologiquement, lorsque les parties de cerveau qui gèrent vos émotions, qui s'occupent de toute de toute cette partie émotionnelle, lorsque ces parties-là elles sont atteintes, vous ne pouvez plus mener une vie normale, vous ne pouvez plus fonctionner cognitivement de manière optimale. Voilà. Et donc, c'est une belle introduction pour rentrer finalement dans le cœur des sujets, puisque nous allons rentrer justement dans le détail de nos émotions. Et particulièrement finalement dans les émotions qu'on appelle parfois un peu primaires, ou les émotions adaptatives primaires, ou parfois émotions fondamentales, que vous connaissez, puisqu'il s'agit de la peur, de la tristesse, de la joie, de la colère, du dégoût, et j'oublie la dernière, c'est... Je ne l'ai pas du tout suivi, il y en a 6, on va les voir tous ensemble. Ouais, ok, vous allez les voir avec Paulina dans un instant. Allez-y. Alors, effectivement, aujourd'hui, l'idée de ce fameux dualisme, elle est complètement abandonnée. Nous savons que si les émotions elles existent, c'est qu'ils ont bien un rôle. Donc déjà Darwin, les travaux de Darwin, ils ont permis de mettre en évidence que nos émotions elles sont adaptatives, donc c'est-à-dire elles sont apparues au cours de l'évolution et servent à la survie de l'espèce. C'est quelque chose qui est extrêmement important de garder en tête. S'il y a une chose à retenir, c'est que si les émotions elles existent, c'est que la nature elle a bien voulu, c'était utile pour quelque chose. Plus tard, les chercheurs, dont notamment Paul Ekman, donc il découvre que les émotions, non seulement elles sont innées, mais les expressions faciales, elles sont universelles. Donc Ekman, il nous parle de
de six pardon, émotions adaptatives primaires. Vous avez donc la peur, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût et le Et surprise. la surprise, c'est celle que j'avais oubliée. Et tout à fait. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que peu importe le continent, peu importe le pays, l'éducation, les origines ethniques, on arrive tous à lire sur les visages des gens qui nous entourent leurs émotions. En tout cas, c'est six émotions adaptatives primaires. Donc on voit que déjà le premier, des émotions, c'est le rôle de communication en fait. Les émotions, elles nous permettent de communiquer très rapidement les informations qui peuvent être très très importantes pour notre survie. Donc c'est finalement un moyen très facile et très rapide de transmettre les messages qui peuvent être extrêmement importants. On passe à la suivante. Donc, parallèlement aux recherches sur les émotions, il y a d'autres chercheurs qui s'intéressent plus aux questions de l'intelligence. Donc, on a fait un long chemin pendant ces, on va dire, 2 derniers siècles sur la question de l'intelligence. Les premières modélisations de l'intelligence, finalement, de ce qu'on met derrière l'intelligence, sont très simples. Et malheureusement, ils ne permettent pas de prendre en compte toute la complexité du phénomène, donc de l'intelligence. Mais déjà, on peut voir que en 1920, il y a cette prise de conscience que l'intelligence est quelque chose qui est assez complexe. Donc Thorndike, il nous parle de 3 dimensions de l'intelligence. L'intelligence abstraite, donc tout ce qui relève du langage, la pensée abstraite. L'intelligence mécanique, tout ce qui relève du mouvement, de l'espace. Et l'intelligence, sociale. Donc derrière l'intelligence sociale, il met justement tout ce qui concerne les interactions sociales. Les théories de l'intelligence, elles évoluent assez vite. Donc, on voit déjà qu'en 1983 et puis en 1993, Gardner, un autre chercheur, du coup en sciences cognitives, il propose des théories déjà beaucoup plus poussées, ce que lui, il va appeler théorie d'intelligence multiple. Vous avez donc devant vous cette modélisation. On voit qu'il y a plusieurs dimensions de l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas une seule dimension. Notamment, lui, il parle de l'intelligence spatiale, l'intelligence logique, l'intelligence corporelle, etc. Et on voit déjà l'apparition de quelque chose qui relève de l'intelligence émotionnelle. Par exemple, l'intelligence interpersonnelle. Donc, c'est la manière dont on interagit avec les gens, la façon avec laquelle on entre en communication. L'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire notre façon d'être conscient de nos émotions, d'être conscient de nous-mêmes. Donc dans tout ça, on voit déjà l'apparition de quelque chose qui va par la suite être appelé l'intelligence émotionnelle. On espère que vous nous suivez. Oui. Et ce petit passage Parce que historique, nous, on suit plus. Hein. on ne suit plus du tout. Alors, en fait, je vais vous lire une petite phrase. C'est en fait, on peut affirmer sans exagération que scientifiquement, nous ne comprenons absolument rien à nos émotions, que nous n'avons pas l'ombre d'une théorie sur la nature des émotions en général ou de telles émotions en particulier. Donc ça, c'est ce qu'écrivait Carl G. Lange, un des pères fondateurs de la neurologie et de la psychophysiologie, il y a un peu plus d'un siècle. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, qu'avons-nous appris de plus par rapport à ce qu'il nous exprimait à ce moment-là? Eh bien, depuis un siècle, nous avons surtout appris beaucoup sur la nature des émotions, sur ses composantes et ses différentes fonctions. Ces avancées, nous les devons principalement à la psychologie de l'émotion, qui est un champ disciplinaire naissant et qui est aussi un des fondements des sciences affectives. Ainsi, la psychologie scientifique moderne reconnaît l'importance des émotions et par exemple, en économie, des prix Nobel ont été attribués à des chercheurs pour leurs travaux sur le rôle de l'émotion dans leur prise de décision et dans leur jugement. Alors, on a tendance à parfois opposer émotion et raison. Ce questionnement est arrivé assez tard, car finalement, Paulina le disait très très bien tout à l'heure, les émotions ont souvent été considérées comme épiphénomènes négligeables de la pensée humaine, une sorte de biais gênant à la rationalité. Depuis Platon, Kant et Descartes, il a été ou il est considéré que la logique propre, purement rationnelle et mathématique, écartée de toute considération affective, peut mener à la solution, cela, quel que soit le problème que nous avons à traiter.
La raison des émotions est un essai qui est paru en 1994, et comme le disait Paulina, par Antonio Damasio, qui est un neuropsychologue et qui traite de la question du dualisme entre le corps et l'esprit. Damasio présente l'hypothèse du marqueur somatique, un mécanisme proposé par lequel les émotions guident le comportement et la prise de décision, et pose comme principe que, et c'est ça qu'il faut retenir finalement, que toute rationalité requiert en fait un apport émotionnel. Alors, que fait-on finalement avec tout ça? Bah, que fait-on? Que faire alors? Bah, une chose est claire, c'est que supprimer nos émotions, c'est complètement illusoire. On ne peut pas supprimer nos émotions, sauf suite à un accident, Ouais, un accident très grave. Robocop y Voilà, arrive. on va plutôt éviter d'en parler. Donc, on ne peut pas les supprimer, c'est illusoire. Et lorsqu'on les refoule, c'est quelque chose qui est extrêmement contre-productif. Donc, les émotions, elles sont toujours là. Et lorsqu'ils sont refoulés, ils continuent quand même à guider votre comportement. Ils sont quand même là et ils guident vos actions. Et c'est là que ça peut devenir, on va dire, délicat parce qu'ils guident votre comportement à votre insu. Et là, du coup, ça dépend. Si c'est des émotions positives et négatives, mais vous pouvez avoir des effets tout à fait surprenants à la fois sur la personne elle-même et sur bah, ses collègues, son entourage, son groupe d'appartenance, comme on dit en psychologie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas les supprimer. Lorsqu'on les refoule, c'est contre-productif parce qu'ils sont toujours là et ils vous guident quand même. Il faut bah, savoir exprimer vos émotions. Il faut pour ça savoir déjà les reconnaître, les exprimer et ensuite les gérer et surtout les utiliser de manière positive et constructive. C'est ce qu'on va voir avec vous ensemble. Alors, la régulation émotionnelle. On va vous présenter une stratégie assez universelle. Donc, comment faire pour tenter de réguler vos émotions de manière efficace? Première chose qui est très importante, c'est déjà savoir décrire vos émotions. Il faut savoir qu'en français, il y a énormément de mots qui nous permettent de décrire nos émotions. Sachez bien que plus votre vocabulaire en tout ce qui concerne les émotions est riche, plus vous avez de facilité à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Entre je suis en colère, je suis frustrée ou je suis très blessée, il y a quand même des nuances. Et plus votre vocabulaire, votre langage il est riche, mieux vous allez comprendre en fait ce que vous êtes en train de vivre. Deuxième étape, c'est d'essayer de comprendre ce qui a déclenché vos émotions. Il faut toujours garder en tête cette idée que nos émotions sont en lien avec nos besoins. Derrière une émotion, il y a un besoin qui soit satisfait, soit pas satisfait. Ces besoins-là, même s'il existe des besoins, on va dire, universels, pour tout le monde, les besoins sont souvent bien personnalisés et bien individuels. Derrière ma colère, derrière ma frustration, qu'est-ce que j'ai comme besoin qui n'a pas été satisfait? Est-ce que c'est un besoin de respect, besoin de reconnaissance, peut-être besoin de plus de contrôle, besoin de cadre plus clair dans mon travail? Besoin d'amour. Besoin d'amour, peut-être besoin de plus de sérénité. Donc, si vous arrivez à identifier vos besoins qui se cachent derrière vos émotions, vous êtes déjà sur la bonne piste. Une fois que vous avez identifié les émotions, les besoins et qu'est-ce qui a déclenché finalement ces émotions, vous pouvez, si vous êtes toujours motivé, analyser les conséquences de vos émotions. C'est extrêmement important, intéressant pour se rendre compte en fait de l'importance des émotions dans notre vie. Donc vous pouvez analyser les conséquences sur vous, votre état, comment vous vous sentez, votre vie, mais aussi les conséquences sur votre entourage, vos collègues, vos collaborateurs, votre hiérarchie, votre famille. Donc là, c'est très intéressant de se rendre compte à quel point nos émotions, elles peuvent être bénéfiques ou néfastes pour les personnes qui nous entourent. Parce qu'avec vos émotions, vous pouvez soit démotiver quelqu'un, soit à l'inverse, pousser, motiver et donner de l'énergie aux gens. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est parmi les stratégies de coping, en anglais to cope with, c'est de faire face, donc les stratégies de coping, de régulation émotionnelle. Une stratégie qui est super intéressante, c'est le partage social. Savoir partager, affirmer nos émotions avec les autres, c'est extrêmement bénéfique pour plusieurs choses, pour faire vite. En passant par la parole, parfois on arrive à mettre des mots sur quelque chose
qu'on n'arrive pas vraiment à cerner. Et lorsqu'on commence à parler ou on essaie d'expliquer à quelqu'un, hop, on trouve tout de suite les mots. Ah, finalement, j'ai été frustrée parce que Eric, elle m'a pas prévenu qu'on va avoir une conférence. Ah, parce que c'est ça. Donc, lorsqu'on passe par la parole, déjà, on C'est y faux. voit plus clair. Deuxième rôle, deuxième bonne idée, c'est que on se suscite de l'empathie, de l'écoute, du soutien, et donc ça nous permet de créer des liens sociaux, on va dire, sains et puis efficaces, Mm. pour faire simple. Donc on espère que c'est bien clair pour vous, c'est quelques stratégies assez universelles. Là, ce qu'on vous propose, c'est de regarder quelques émotions qui reviennent le plus souvent et on va voir en quoi ces émotions elles sont intéressantes, en quoi elles peuvent être nocives et comment on peut faire avec, comment on peut les gérer. On va regarder, oui, effectivement, d'un peu plus près comment tout ça se passe dès lors qu'on est finalement confronté à nos émotions. Nous, on a pris le parti sur les 6 émotions dont on vous a parlé tout à l'heure, d'en retirer 4 qu'on appelle parfois les émotions fondamentales, c'est-à-dire la colère, la peur, la joie et la tristesse. Alors la colère, on va commencer par peut-être une émotion un peu particulière. La colère, finalement, elle ne nous pousse pas aux excès, justement, elle ne nous pousse pas à hurler, elle ne nous pousse pas à balancer comme ça des injures, elle nous pousse simplement à vouloir ou à avoir envie de prendre notre place dans le monde et d'être accepté tel que l'on est. Et il faut savoir que la colère produit du cortisol, et quand il y a trop de cortisol, eh bien tout ça, ça ronge nos neurones. En fait, pour 1 minute de colère, il faut 1 heure à notre système immunitaire pour évacuer le cortisol. Autrement dit, 5 minutes de colère, 5 heures pour évacuer tout ça. Imaginons maintenant l'état des neurones des Parisiens sur le périphérique pendant les embouteillages, ou alors imaginons l'état des accros des réseaux sociaux qui passent leur journée entière à écrire des commentaires vénères à la suite de publications qui leur ont déplu. Donc il faut savoir que physiologiquement, il n'y a que jusque 5 ou 6 ans que le cerveau est incapable de calmer les colères. Maintenant que vous êtes des grands, hein, vous compensez tout ça en achetant de formidables ouvrages sur la communication non violente. Par exemple. Par exemple, à la base, finalement, la fonction de la colère, c'est de permettre de faire respecter nos propres valeurs, nos propres besoins. Et on a finalement tout à fait le droit d'être en colère, mais nous avons aussi le devoir d'être capable d'exprimer cette colère sans agressivité, mais plutôt, et on le verra peut-être un peu plus tard, avec de l'assertivité. Donc, la colère, finalement, l'idée, c'est aussi de disjoindre finalement les émotions, donc l'émotion de la colère, par exemple, du problème qui suscite ça. Et ça, on est tous d'accord, nous serons tous d'accord, parce qu'on a un peu de vécu, pour dire que ça n'est pas vraiment facile. Un indice pourrait nous aider à réaliser cette différenciation, c'est la disproportion énergétique de la colère manifestée en termes d'intensité ou en termes de durée. En effet, si la colère est bien ciblée, elle est généralement de très courte durée et d'une intensité qui ne surprend personne. Elle se résout en principe en même temps que le problème qui l'a suscité. D'où finalement le manque d'intérêt d'y allouer un surcroît d'énergie qui serait finalement bien plus utile ailleurs. C'est donc d'une question d'allocation de ressources qu'il s'agit dès lors que l'on souhaite ne plus être prisonnier de ses colères. Alors parlons par exemple de la résolution de problèmes. Il y a quelques techniques simples et assertives donc pour apprendre à traiter la colère dans la relation managériale par exemple. Le pire serait de faire comme si cette colère n'existait pas et finalement, on vous l'a expliqué tout à l'heure, les émotions c'est aussi un moyen de montrer, en tout cas de communiquer à l'autre. Et comme il y a des grandes lois de la communication, notamment une qui dit on ne peut pas ne pas communiquer, dès lors que vous êtes sous l'emprise d'une émotion, alors vous la communiquez à votre environnement et donc il est inutile de vouloir la cacher. Donc pour traiter cette colère, il faut la verbaliser. Par exemple, la situation présente génère chez moi un sentiment de colère. Voilà, à partir du moment où on parle comme ça, eh bien on a juste dit ou verbalisé notre émotion qui aussi contribue d'une certaine manière à l'apaiser et à la faire s'éloigner. Et puis, il y a quelques techniques de communication non violente, la CNV, dont on parlait il y a un instant, qui doivent vous permettre de gérer ces situations sans générer de rapport de force, parce que c'est souvent ce qui arrive avec la colère, mais davantage en vous inscrivant dans une relation adulte-adulte.
Alors, se pose aussi la question de savoir comment on peut réagir à la colère de l'autre. Parce que finalement, autant on peut apprendre à contrôler nos propres émotions, autant on est très exposé aux émotions des autres qui n'ont peut-être pas justement cette mécanique ouais, pas de protection, mais de distance finalement avec ces émotions. Donc ça, c'est encore une situation qui est différente à gérer et pas forcément plus facile. Donc il convient de ne jamais oublier qu'une personne en colère n'est pas une personne qui haït, mais une personne qui est en mal d'amour. Et dès lors qu'on pense à ça, et ben finalement, on voit les choses un peu différemment. La personne en colère, dès lors que cette colère est exprimée, eh bien, il faut se dire que cette colère n'est plus dangereuse. Mais certaines réactions à sa colère pourraient finalement à ce que ça devienne dangereux. Donc, pour gérer cette colère, il y a un prix finalement à payer, et notamment, il y a deux deuils à accomplir pour gérer justement cette colère. D'abord, le deuil de sa propre image, notre image d'une personne gentille, bienveillante, et puis finalement une question à se poser. Que perd-on à assumer ses colères, à en faire un usage constructif, à ne plus cacher ses intentions de faire changer le comportement des autres? Corrélativement, qui gagne-t-on? Une image de personne à qui l'on peut faire confiance, qui tiendra sa parole, pas forcément gentille, mais vraie. Une personne qui n'aime pas tout, mais qui aime vraiment, qui dit clairement ce qu'elle n'aime pas et tout autant ce qu'elle déteste. Donc il y a ce premier deuil à réaliser. Et il y a un second deuil à réaliser, c'est celui de notre représentation du monde. Accéder à la colère, c'est renoncer d'une certaine façon à cette image du monde merveilleux de Walt Disney finalement, qui relève des attentes magiques. Et il faut bien dire que ces attentes, eh bien, finalement, c'est ni plus ni moins que celles qu'on avait de notre plus jeune âge. Donc elles sont un peu finalement infantiles. En conclusion, que peut-on dire? Eh bien, c'est que la colère, c'est le sentiment témoin de l'importance du lien interpersonnel ainsi que de l'importance du besoin d'amour de chacun d'entre nous. Fâchons-nous donc, mais fâchons-nous bien, de telle sorte que l'on nous apprécie plus, mais que l'on nous aime beaucoup mieux. Et donc nous allons parler maintenant d'une autre émotion, une seconde émotion, qui est la notion de la tristesse. La tristesse qui ne nous commande pas de nous plaindre, de geindre, mais qui nous pousse plutôt à se préparer pour améliorer la situation. Quand on est triste, ça veut dire que notre cerveau a compris que c'est fini, mais pas nous. Et que si on commence autre chose, eh bien finalement on arrête d'être triste. Et donc pour vous expliquer tout ça dans le détail, je vais laisser la parole à Paulina. Merci beaucoup, Eric. Donc, la tristesse. Donc, déjà, on a compris, enfin, tous ensemble, je l'espère, que derrière la colère, il se cache le mal-être. Donc, la personne en colère, c'est une personne qui est malheureuse, mais la personne malheureuse, elle peut être aussi triste. Donc, la tristesse est une émotion assez simple à comprendre, mais difficile à admettre et à traiter. La tristesse est une émotion très douloureuse et elle est toujours, quasiment toujours, en lien avec la perte ou l'absence de quelque chose dont nous avons besoin, quelque chose que nous aimons. Plus nous accordons de la valeur à cet objet ou à cette personne ou à cette situation, plus notre tristesse est intense. La tristesse, finalement, elle traduit toujours un manque et donc un besoin qui n'est plus satisfait. C'est toujours en lien avec un manque de quelque chose. Ce qui est difficile avec la tristesse, c'est qu'elle provoque quasi systématiquement le repli sur soi-même, c'est-à-dire on a besoin d'être seul, on se concentre beaucoup sur soi-même. Et ce qui est aussi dangereux, mais finalement faut l'accepter, c'est que la tristesse, elle provoque les idées pessimistes. Comment gérer la tristesse? Alors, d'abord, en disant qu'il y a quand même des bons côtés à la tristesse. Finalement, l'idée, c'est de laisser vivre cette tristesse, cette émotion. Finalement, comme le disait Paulina, elle est jugée négative. Et en fait, on constate qu'elle est en réalité un phénomène qui est limité dans le temps. Selon les experts, la tristesse n'excède pas 1 heure. Et donc, cette émotion, elle laisse souvent place dans les jours qui suivent, une fois qu'on a ressenti cette tristesse, à un sentiment de légèreté, donc beaucoup plus agréable finalement. Ça, c'est parce que lorsqu'elle est pure, lorsqu'elle est primaire, la tristesse active le système nerveux autonome et notamment la branche parasympathique, donc c'est un peu technique, celle qui finalement est en charge dans notre cerveau de la diminution du rythme cardiaque et respiratoire. Donc ce qui dessert le plus la tristesse, c'est la peur sociétale de la dépression,
qui a finalement les mêmes caractéristiques que la tristesse, mais qui s'en distingue notamment par sa durée. Le paradoxe, c'est qu'en refusant d'accueillir avec bienveillance sa tristesse, on risque tout simplement de développer un état dépressif. Traversée et vécue en conscience, la tristesse peut prendre de belles couleurs. La nostalgie, par exemple, elle nous ramène dans des lieux aimés. C'est-à-dire quand on est nostalgique, on repense à des choses qu'on appréciait par le passé. Et puis, sous la forme de regret, elle nous pousse à agir différemment. Par exemple, au Portugal, on célèbre la saudade, ce sentiment de manquer de quelqu'un ou de quelque chose qui reviendra un moment. Aux États-Unis, le blues a donné une incommensurable force, notamment aux esclaves. Donc il faut savoir être triste. C'est souvent devenir, quand on arrive à être triste, devenir capable finalement d'agrandir son humanité. Tout à fait. Donc finalement, si on doit résumer, accordons-nous le droit d'être triste. C'est humain, c'est normal. Et ça nous permet de mieux d'accepter la perte et donc de rebondir de manière beaucoup plus efficace. Quand même, attention, je me permets quand même, à la durée de la tristesse. Ouais. Donc, c'est normal d'être triste, c'est complètement humain. Il faut faire son deuil. Il faut laisser un peu de temps à son corps pour retrouver son homéostasie. Par contre, lorsque ce repli sur soi-même et les idées négatives, elles perdurent. Ils s'inscrivent dans le temps et il faut être très attentif et n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Parfois, la tristesse qui est longue et nécessite une prise en charge psychologique. Et faites attention aux signaux que votre entourage vous envoie parce que parfois, c'est dans le regard des autres qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose auquel on doit faire attention. Alors, je vous l'avais dit au démarrage, on a tellement de choses à dire qu'on aura du mal à tenir le timing. Je suis en train de m'apercevoir que le timing est complètement explosé. Donc, on va faire de notre mieux pour que ça reste cohérent jusqu'à la fin. Donc, après la colère, après la tristesse, eh bien, parlons un peu de la peur, et notamment le cerveau de la peur. Donc, nous devons finalement à un chercheur qui s'appelle Joseph Ledoux une explication fort simple pour faire comprendre la neurophysiologie de la peur, soit l'expérience qu'on appelle le serpent de Joe. C'est l'histoire d'un homme qui se promène dans une forêt, il voit soudain quelque chose qu'il prend pour un serpent, il s'arrête immédiatement, il stoppe et ensuite il recule. Puis, dans une fraction de seconde plus tard, il pousse un soupir parce qu'il a constaté qu'en fait, c'était pas un serpent, mais c'était juste une racine ou une branche d'arbre courbée qui était devant lui. Donc la question derrière cette anecdote, c'est finalement que s'est-il passé dans sa tête? Eh bien, lorsqu'un stimulus potentiellement dangereux survient, il y a deux systèmes qui s'activent dans notre cerveau. Un système ou une voie qui est plutôt courte et une voie qui est plutôt longue. Dans le circuit court, le stimulus entre par les yeux, puis les neurones visuels se dirigent vers le cortex. Mais, chemin faisant, les fibres visuelles passent par le thalamus et envoient une nouvelle information à notre cerveau, quelque chose que finalement, dans l'histoire, le promeneur assimile à un serpent. Directement, le cerveau, lui, déclenche le circuit neuronal de la peur pour commander au promeneur de cesser d'avancer, puis de reculer. Puis, son cerveau le pousse à choisir entre deux réflexes fondamentaux qui seront soit celui de la survie, autrement dit peut-être pourquoi pas de la fuite, ou alors le contraire, celui qui consiste à attaquer. Bref, quand tu as peur, pour ta première réaction, c'est finalement de rester figé. Puis, en fait, ensuite, on s'enfuit, pardon, ou alors on prend le pli d'attaquer et donc d'être potentiellement agressif. Et au passage, ce qu'il faut ajouter, c'est que finalement, seuls 8% de nos peurs sont fondées sur une menace réelle. Tout le reste n'est que le fruit de nos imaginations. Et donc, l'être humain est constamment menacé de tous côtés par des dangers éventuels, réels ou souvent d'ailleurs imaginaires, venant contrecarrer la satisfaction de ses désirs. Que ces dangers soient réels ou imaginaires, la peur qu'ils soulèvent est-elle bien réelle? La peur est donc une émotion très présente dans nos vies, puisqu'elle est reliée à l'idée qu'un danger nous menace. Alors peur, colère, tristesse, ce sont des signaux qui nous commandent, on l'a déjà dit, de faire quelque chose pour revenir finalement à notre émotion de base, celle qu'on a tous envie de vivre en permanence, qui est l'émotion de la joie. La joie est la seule émotion que le cerveau essaye de reproduire en permanence. Le sourire, par exemple, est à l'origine de notre joie, et pas l'inverse. Quand on sourit, on produit de la dopamine et de la sérotonine, ce qui provoque un sentiment de bonheur.
Et le bonheur, c'est le temps que nous accordons à notre joie. Et l'émotion est un signal qui dure plusieurs secondes. Et donc notre sentiment, si vous arrivez à me suivre, le sentiment, eh bien c'est le temps que nous accordons à cette émotion. Finalement, l'émotion multipliée par le facteur temps, eh bien c'est égal au sentiment. Et donc le bonheur, c'est tout simplement le temps que vous voulez bien accorder à votre joie. On va faire ce petit passage par la joie, hein, assez court. Effectivement, la joie, notre cerveau, il adore ressentir la joie. Comme Eric l'a dit, vous avez de la sérotonine, dopamine qui se libèrent. Et ça fait tant plaisir à notre corps. Comme toutes les émotions, la joie a son rôle, évidemment. Tout d'abord, ça a un rôle de renforcement positif. Donc, on recherche à reproduire les bonnes expériences. Et comme cela, on apprend ce qui est bon pour nous. Donc, notre joie, elle nous renforce positivement. Attention quand même, ce cercle de récompense, lorsqu'on est en recherche constante de la joie, il peut nous jouer de mauvais tours. Notre cerveau, il n'a pas besoin d'éprouver la joie de manière constante et continue. Le cerveau, il a quand même besoin de revenir à une certaine homéostasie. Donc, les problèmes qu'on peut en fait devenir très dépendant de ces fameux neurotransmetteurs et donc de se retrouver dans une situation assez délicate de dépendance. Donc à vous de faire attention et de vous observer et de ne pas essayer de trop chercher la joie et le bonheur. Justement, lorsqu'on parle de ce fameux bonheur, de la joie, et le management dans tout ça, le management par la joie finalement, est-ce qu'on en parle, Eric ? Bah oui, c'est toi qui dois en parler. Effectivement, on en parle. Vas-y. C'est vrai qu'aujourd'hui, les sociétés occidentales sont très caractérisées par des injonctions plus ou moins, on va dire, explicites à être heureux et à démontrer son bonheur au travail. Que des ondes positives, que des bonnes nouvelles. Il faut bien choisir les termes positifs, il faut bien être optimiste. Être joyeux, ça devient finalement une forme de norme sociale plus ou moins implicite. Est-ce que c'est vraiment rationnel? Est-ce que c'est vraiment productif? Pas toujours. Cacher les émotions négatives, donc vouloir à tout prix rester joyeux et optimiste, peut être tout à fait néfaste et contre-productif. Donc la joie, c'est très bien, mais la tristesse, la déception, la peur, ces émotions, elles existent parce qu'ils ont bien un rôle et ils nous permettent de mieux nous adapter au monde. Donc, essayez de retrouver des petits moments de positivité et de la joie au travail, c'est très très bien. Savoir valoriser ces moments de joie et de bonheur, c'est super. Par contre, restons quand même, soyons authentiques, plus authentiques que faussement heureux, faussement joyeux, car cacher ou imiter les émotions, c'est aussi cacher ou minimiser les problèmes, c'est d'ignorer nos besoins et donc de nous empêcher de se réguler et d'améliorer notre fonctionnement. Ok, alors on va justement rentrer dans les 4 composantes finalement de l'intelligence émotionnelle, même si d'une certaine manière on en les a déjà très largement évoquées, pour dire qu'en entreprise, on l'a déjà dit, notre tendance est plutôt de vouloir cacher ses émotions, alors que finalement c'est le meilleur moyen d'être encore plus dépendant d'elles. Il faut d'abord les repérer, on l'a dit, en les nommant, les verbalisant, pour finalement être amené ou être en mesure en tout cas de mieux les maîtriser. Le paradoxe, c'est que nous n'avons pas toujours conscience de nos émotions. Et pour cause, comme nous le montrent les neurosciences via l'imagerie médicale, émotions et pensées ne sont pas du tout gérées de la même, ou en tout cas par la même partie de notre cerveau. Ce qui laisse largement la place à nos réactions en mode réflexe, donc non contrôlées. Par exemple, si on est dans une situation d'agression, pendant une réunion par exemple, on a une grosse objection qui arrive, au lieu d'être en mode impulsion réflexe, en rentrant dans le jeu, eh bien, on peut prendre conscience de ce qui se passe en nous. Et probablement, oui, si on est en colère et qu'on a plutôt envie d'attaquer ou de contre-attaquer, eh bien, de se dire, finalement, est-ce que je vais travailler mon leadership en agissant de cette manière-là? Et évidemment, vous avez la réponse dès lors qu'on pose cette question. Donc un vrai leader, lui, va plutôt prendre sur lui, observer, nommer et intégrer ses émotions en comprenant les limites d'une situation conflictuelle et en imaginant surtout des réponses complètement adaptées. Est-ce que finalement, Eric, être lucide et bien être conscient de ses émotions, c'est d'être assertif? Oui, c'est un peu ça. Et vas-y, tu nous en parles donc. D'accord, très bien. Alors,
Une fois que vous avez identifié vos émotions, il faut aussi savoir les contrôler ou les maîtriser. Il y a des étapes à respecter, bien évidemment. Avant toute chose, il faut retrouver votre équilibre et votre homéostasie. Prenez votre temps pour vous calmer. Il faut surtout éviter de réagir à chaud parce qu'à chaud, vous réagissez avec vos réflexes. Et si vous voulez rester assertif, il faut laisser un peu de temps à votre corps pour se reposer et retrouver un état d'équilibre. Comment faire? Le choix il est très large pour évacuer votre stress. Et si vous avez des techniques de respiration, elles sont très nombreuses. Ça peut être le repos, le sommeil, le sport, la méditation. Le choix, il est vraiment très large. Évitez quand même des techniques plutôt contre-productives, donc alcool, comportement à risque, on n'en parle pas. Mais il y a le choix vraiment est large. Si vous êtes en situation dite sociale et vous avez une émotion qui vous arrive comme ça, en plein visage, n'hésitez pas de sortir de la pièce. Proposez de faire une pause. C'est aussi très important de l'avouer, déjà de l'assumer et l'avouer aux autres que là, l'émotion elle monte et donc ça sert à rien de continuer. Vaut mieux s'arrêter au bon moment plutôt que de continuer, de faire quelque chose qui est néfaste pour soi-même et pour les autres. Dans un second temps, une fois votre émotion elle est passée, vous vous êtes calmé, passez à l'analyse. Donc tout ce qu'on s'est dit déjà au début de notre échange, analysez les sources, analysez les besoins, les déclencheurs, donc les besoins qui ne sont pas satisfaits. Analysez les conséquences de vos émotions sur vous-même et sur les autres personnes. Le troisième levier pour développer son intelligence émotionnelle, c'est de faire preuve d'empathie vis-à-vis des autres. Se connecter à soi-même, c'est absolument fondamental en comprenant et en nommant nos émotions, on l'a déjà dit. En outre, ressentir l'autre à travers ses émotions est tout aussi important. C'est un puissant levier de performance, que ce soit dans les interactions sociales ou professionnelles, et plus particulièrement dans la dimension managériale. Si en tant que manager, vous savez vous mettre dans le mode de pensée de vos collaborateurs, en trouvant les bons mots et les bonnes attitudes, on parle parfois de synchronisation, vous optimiserez votre communication et motiverez vos équipes. L'intelligence émotionnelle, c'est être en fait caméléon, tout en restant authentique, vrai, avec vos valeurs, avec votre identité. Cela permet d'être flexible en s'adaptant à différents contextes et différentes cultures. Par exemple, les meilleurs vendeurs savent adapter leur argumentaire en temps réel, en collant avec les motivations de leurs clients. L'intelligence émotionnelle va créer de la confiance et un pont entre le vendeur, en l'occurrence, et son client, et ce, même dans une situation qui pourrait être conflictuelle. Si nous dégageons de l'intelligence, de la compréhension, de l'écoute, la personne va nous apprécier pour ce que nous sommes, même si chacun a finalement ses propres idées, et en plus, même si elles peuvent être divergentes. Alors, parlons, en tout cas c'est Paulina qui va nous parler d'ailleurs de la relation, de la maîtrise de son impact sur les autres. Justement, une fois on a compris ce que c'est l'empathie et on commence à pratiquer cette fameuse empathie, on a un super pouvoir en fait qui s'offre à nous. Donc, on ressent tous des émotions et si vous êtes empathique et si vous avez compris de qu'est-ce que c'est l'assertivité et comment être assertif, vous avez une super force, un super pouvoir d'aider les autres à réguler leurs émotions dans une démarche positive. Comment faire? C'est très simple, c'est d'être attentif à votre entourage, à vos collaborateurs, à vos collègues. C'est de pratiquer la fameuse écoute active basée sur l'empathie, la considération positive de votre interlocuteur, être disponible pour votre interlocuteur, l'écouter de manière active, ça va reformuler, ça va se synchroniser de manière verbale, donc non verbale, avec votre interlocuteur. Utilisez des techniques de la communication non violente, donc plutôt que être très en colère et parler avec la colère, dire je suis en colère parce que, donc la communication non violente. C'est aussi d'accompagner vos collaborateurs, vos collègues dans la compréhension de leurs émotions. Vous pouvez devenir cette fameuse oreille attentive et aider les gens à mieux comprendre leurs émotions, questionner leurs besoins, questionner leurs attentes pour faire monter leur quotient d'intelligence émotionnelle. On y arrive. Voilà. Alors, le temps passe et malheureusement, voilà, on va devoir, en tout cas, vous aurez donc la présentation avec notamment un certain nombre de diapos qui vous parlent du lien entre l'intelligence émotionnelle et le management. Moi, je vais. Ouais, vas-y.
C'est Mathilde, je me permets de te couper, juste on a mis un créneau jusqu'à 15h30. Donc Ah, vous bah avez le donc on peut y temps aller. Ah, bon, ok, de c'est jongler. super cool. Merci Mathilde. Ouf. Merci beaucoup. On Euh, doit évacuer notre stress. ouais, nous, parce que là, j'avais mon émotion qui était en train de me submerger, j'étais plus en contrôle. Donc parlons d'intelligence émotionnelle et de management, donc puisqu'on a un peu de temps, parlons-en dans le détail, et notamment dans l'identification de nouvelles compétences qui sont recherchées dans les managers aujourd'hui. Il y a certains auteurs qui peuvent être convoqués pour préciser un concept intéressant, comme par exemple celui de la sagesse organisationnelle, en référence aux travaux de Peter Drucker, dont on a déjà parlé dans plusieurs conférences, qui est un des apôtres, en tout cas de ceux qui ont porté la parole sur les nouvelles compétences managériales. Et donc Peter Drucker qui nous parle de la nécessité de coordination des équipes. On peut donc penser que le groupe, finalement, possède des aptitudes supérieures à la somme des individus qui le composent. Cette capacité de coaction, elle est initiée par l'intelligence émotionnelle et on la retrouve par exemple dans le sport et particulièrement dans le volleyball. Alors, malheureusement, nos petits Français se sont fait éliminer du championnat du monde hier. Mais en tout cas, quand on regarde ce sport, on voit des joueurs qui tournent, des situations qui s'inversent, notamment avec le service, des attaques ou des défenses qui sont en mouvement et qui tournent en permanence, avec des postes spécifiques qui peuvent être mobilisés parfois, avec par exemple un libéraux qui ne sert pas dans toutes les situations, etc. Et des codes de communication, on voit les petits gestes qui se font, qui sont de véritables clés de la réussite. Eh bien, c'est tout simplement l'intelligence émotionnelle qui permet de gérer au mieux toutes ces situations extrêmement complexes et extrêmement changeantes, ce qui finalement est assez proche de ce que l'on vit finalement assez souvent dans le monde du management et dans le monde de l'entreprise. Alors justement, puisqu'on parle de modèle, eh bien, on va aborder un modèle. Alors, on aurait pu vous en mettre, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a beaucoup d'ailleurs de très pertinents, mais nous, parmi tous les modèles qui nous parlent de l'intelligence émotionnelle, on va citer Daniel Goleman, dont on a déjà parlé aussi dans certaines conférences. Pas confondre Daniel Goleman avec Jean-Jacques. C'est ma petite blague à 2 balles, je ne résiste pas. Bon, bref. Voilà. En fait, historiquement, le modèle de Goleman, c'est le plus connu, mais aussi finalement le plus simple à retenir. Il regroupe 4 grandes compétences autour de 2 axes, la conscience de soi et la conscience des autres, et la maîtrise de soi et la régulation des autres. La conscience de soi regroupe plusieurs capacités autour de nos ressources personnelles et de leur exploitation, alors que la conscience sociale est plus liée à la détection des émotions d'autrui. Quant à l'autre axe, il est dynamique car il s'agit de maîtriser ses propres émotions ou de gérer celles des autres, ce qui demeure essentiel pour le manager. Avec l'intelligence émotionnelle, l'idée au départ, au-delà des modèles, c'est toujours de progresser, d'être dans une démarche constructive. Cela passe par la bonne compréhension et donc l'acceptation de ses propres émotions. Puis, comprendre celles des autres pour former la base de la sociabilité nécessaire finalement à un management encore plus humain. Alors, voici, parce qu'on vous donne toujours quelques petits tips, quelques petits conseils, voici finalement mes 3 conseils que pourrais vous donner pour manager grâce à l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, un atout dans le management parce que de nombreux managers sont conscients de la place qu'occupent les émotions dans leur travail, ils en font l'expérience régulièrement et ils font le choix de placer l'intelligence émotionnelle au cœur de leur pratique managériale. Attentifs aux émotions et au bien-être de leurs collaborateurs, ces managers-là, ils exercent aussi un véritable management émotionnel et développent finalement une posture dont on a déjà, en tout cas, parlé, puisqu'on a fait une conférence sur le sujet, une posture de leader coach. C'est une évolution managériale qui brise le modèle du management directif autoritaire tel qu'on a pu les connaître dans les siècles derniers, et même d'ailleurs dans ce siècle-ci, on le voit encore de temps à autre, on sourit mais c'est pas drôle, et qui normalement aujourd'hui devrait être complètement obsolète, mais c'est pas vrai. Donc un manager doté d'un quotient émotionnel élevé saura également se remettre en question, être à l'écoute des suggestions des autres et faire preuve d'humilité dans son style de management. Alors justement, voici 3 petits conseils d'amis pour piloter votre management émotionnel. Le conseil numéro 1, identifier ses émotions.
On en a déjà longuement parlé, Eric, on va quand même revenir rapidement. Donc, il est très important de savoir faire preuve d'introspection. C'est finalement ça, cette fameuse dimension de l'intelligence émotionnelle, la conscience de soi, de ses propres émotions. Donc, il faut apprendre à s'écouter, en fait, soi-même, son propre corps, à identifier vos émotions. Vous avez plusieurs techniques, comme on l'a vu au début. Donc, l'émotion, c'est quelque chose qui est à la fois physique, émotionnel, cognitif. Vous pouvez essayer plusieurs techniques. Vous pouvez essayer d'identifier votre émotion à partir de vos besoins, à partir de ce que votre corps il ressent, à partir de vos pensées, de vos cognitions. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire dans votre tête? Donc, il y a plusieurs petites techniques qui peuvent vous aider à identifier vos émotions. N'hésitez pas à élargir votre vocabulaire parce que, comme je vous ai dit au début, plus votre vocabulaire est riche, plus c'est facile de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et puis, cette connaissance de soi-même, elle va vous permettre de mieux réguler vos émotions par la suite. Deuxième conseil, maîtriser ses émotions. Là encore, c'est un conseil qui vient en redondance avec ce qu'on a pu déjà vous dire. Les émotions nous font parfois faire des choses que nous voudrions éviter, car nous risquons de les regretter toute notre vie. On se souvient, par exemple, du coup de tête de Zidane en finale de la Coupe du Monde de 2006. Voilà, une insulte et pam, coup de sang, les nerfs lâchent et les conséquences sont irrémédiables. La France, alors qu'elle aurait dû être championne du monde, eh bien, ne l'a pas été. La bonne nouvelle, finalement, c'est qu'en matière émotionnelle, il n'y a pas de fatalité. Nous disposons de 4 voies d'accès à notre vie émotionnelle qui constituent autant de moyens d'action sur nos émotions. Il y a notre parole, ce que l'on dit, notre pensée, nos actes et ce que démontre notre corps, en tout cas oui, c'est ça, notre corps. C'est beau? Oui, merci. C'est très beau. Troisième conseil, dialoguer et être à l'écoute. Très bien. Comme vous vous en doutez, on va quand même un peu appuyer ce point-là. Donc, en tant que manager, en tant que leader, en quoi je peux agir sur les émotions des autres et être utile pour monter mes équipes en termes d'intelligence émotionnelle. La réponse, elle est toute simple. Il faut favoriser justement ce qu'on appelle le climat de confiance pour libérer la parole. Et donc, il faut inviter vos collègues, vos collaborateurs à exprimer de manière authentique leurs émotions. On s'est dit que le management par la joie, c'est quelque chose qui peut être contre-productif. Donc, savoir exprimer ses émotions négatives et positives en toute transparence, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, un bon leader, ce qu'on appelle transformationnel, c'est quelqu'un qui favorise l'expression libre et authentique des émotions, pas pour pleurer tous ensemble, mais pour pouvoir se réguler, pour pouvoir s'améliorer et être plus productif et plus heureux au travail finalement. Donc, instaurer une relation de confiance, pratiquer l'écoute active, la communication non violente, être assertif, tout ce qu'on s'est déjà dit. Et donc nous avons aussi, parce que voilà, on nous fournit la totalité, nous avons aussi des conseils à vous suggérer en fait, pour solliciter l'intelligence émotionnelle de vos collaborateurs, donc dès lors que vous êtes en situation de management. D'abord, prêter attention à l'intelligence émotionnelle permettra à chacun de s'épanouir et finalement de trouver sa place dans une ambiance qu'on va appeler conviviale et finalement accueillante et faire en sorte que chacun se sente bien au sein de vos équipes. Donc tous les membres de l'équipe pourront identifier leurs émotions, les comprendre et les maîtriser pour améliorer leurs relations. Ensuite, l'intelligence émotionnelle améliore la productivité de votre entreprise. Grâce à l'IE, vous pourrez également améliorer la productivité individuelle et collective. Comprendre l'origine et la source des émotions de vos collaborateurs vous permettra donc de mettre en place un climat de travail plus agréable et ainsi d'avoir une meilleure gestion des problématiques internes et externes de l'entreprise. Alors comment identifier ou pourquoi identifier et développer le quotient émotionnel des collaborateurs ? Alors, identifier. La question c'est, est-ce qu'il faut vraiment l'identifier de manière au sens psychométrique du terme? C'est tout à fait possible, ça peut être très intéressant de connaître le niveau d'intelligence émotionnelle de vos collaborateurs. Pour cela,
Il faut passer par la case psychologue du travail avec un vrai test psychométrique. Vous pouvez aussi l'identifier en observant vos collaborateurs. Parfois, il n'y a pas cette obligation de passer par le test, mais en observant vos collègues, vos collaborateurs, vous pouvez déjà voir comment ils se comportent dans des situations sociales et vous pouvez déjà cerner un tout petit peu le niveau de leur intelligence émotionnelle. On parle aussi de favoriser cette fameuse intelligence émotionnelle. Comment est-ce qu'on fait? On s'est déjà dit tout. On favorise la culture de confiance, de libre expression des émotions. On joue sur son leadership qui pousse les gens à être conscients d'eux-mêmes, de leurs émotions. Donc on joue sur la motivation, on joue sur la transparence, sur le côté authentique. Et donc c'est comme ça que par votre exemplarité, vous pouvez aussi inviter vos collaborateurs à faire attention à eux et à leurs émotions. Et si chacun joue le jeu, on va retrouver un monde merveilleux où tout le monde est heureux. Oui, juste une petite parenthèse concernant la mesure. En tout cas, je sais qu'il y a chez Ariane Group des formations dédiées à ces sujets avec l'utilisation d'outils psychométriques pour mesurer tout ça. Donc voilà, je vous invite, si ces sujets vous intéressent, si vous avez envie de les travailler, de progresser, eh bien de vous rapprocher, de vos RH ou même de vos managers pour voir un petit peu ce qui se fait. Et je sais qu'il y a des outils particulièrement performants qui sont utilisés dans ces modules de formation. Ils ont de la chance, dis donc. Ah bah carrément. Et d'ailleurs, l'idée aussi, et ce sera la dernière slide avant de donner la parole à Benoît qui doit trépigner d'impatience, eh bien, c'est de tenir compte du quotient émotionnel des candidats lorsque vous recrutez. Parce que c'est un moment aussi important à ce sujet. On aura l'occasion, nous, prochainement, de vous parler de recrutement. Vous en reparlerons donc prochainement, c'est ce que je viens de dire. Et bien entendu, l'intelligence émotionnelle intervient dès le démarrage du processus de recrutement. Alors, il y a des actions à mettre en place, les évaluations des soft skills des candidats via certaines grilles d'évaluation ou des tests spécifiques dont on parlait à l'instant et qui peuvent être à votre disposition. Et surtout, évidemment, vous aurez toujours la possibilité d'écouter le podcast de la conférence pour vous remettre tout ça en tête. Et puis qui vous permettre de savoir comment faire ressortir les quotients émotionnels des personnes que vous rencontrez. Alors nous y voilà, enfin Benoît, ça va être à toi de jouer puisque j'en profite pour te remercier à nouveau de participer à cette conférence. On est désolé d'avoir explosé le timing, mais puisqu'on a un peu de temps, eh bien, l'idée c'est de vous redire que nous avons pris le parti depuis la dernière conférence de faire en sorte qu'on ait une espèce de grand témoin finalement qui a pour mission de rendre encore plus fort et plus précis les liens entre les différents contenus que nous on peut pousser auprès de vous et justement la réalité, le vécu au sein de votre entreprise. Et donc il y a Benoît Bergougnou, HRBP, je veux dire, avec un petit accent sur le site d'ISAC. Que je vais donc maintenant interviewer. En tout cas, je vais lui poser quelques questions. Tu es avec nous, Benoît? Oui, tout à fait. J'espère que le son est bon. Oui, parfait. Super. Bienvenue. Et donc, avec une première question pour toi, Benoît, finalement, en tant que membre de la fonction RH, en tant que HRBP chez Ariane Group, dans quelle mesure ou pourquoi le sujet de l'intelligence émotionnelle t'intéresse? Pourquoi c'est quelque chose qui est dans tes préoccupations? Ok. Bon, la question me donne l'occasion de faire une transition rêvée avec la fin des étages qui ont été présentés sur le recrutement, puisque probablement certains d'entre vous m'ont, entre guillemets, pratiqué alors que j'étais recruteur. J'avais une quinzaine d'années d'expérience en 2013-2014. Et à l'époque, j'ai souhaité évoluer professionnellement tout en ayant conscience que des entretiens de recrutement et des entretiens d'accompagnement mobilité, j'en avais fait des milliers et que j'étais dans une forme de zone de confort. Et au final, j'avais de la peur, moi aussi, et je me sentais quelque part insécure et j'avais besoin de repères.
Et puis un peu par hasard, alors je mets des guillemets hasard parce qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie, j'avais à l'époque découvert via la presse un cahier thématique de l'expansion qui parlait donc du pouvoir sous-estimer des émotions en entreprise. Et là, la Eureka, parce que j'ai découvert que les émotions, elles avaient une place dans le monde professionnel. Et puis j'ai continué mes lectures, et de lecture en recherche, j'ai fini par comprendre, un peu a posteriori, que si j'avais évolué tant d'années dans le recrutement de l'accompagnement mobilité, c'est que les émotions, en fait, c'était mon outil de travail, et c'était aussi ma valeur ajoutée dans l'accompagnement des managers au quotidien. Et donc j'ai pu orienter mon évolution professionnelle qui fait qu'aujourd'hui je suis chez HRBP, grâce à l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, ce qui était un intérêt personnel est devenu un intérêt professionnel. Et les années passant, je tends ou j'essaye de faire de l'intelligence émotionnelle une pratique, une démarche, en essayant de la partager au maximum. Très bien, merci. Donc, est-ce que, selon toi, parmi justement les différents candidats que tu peux recevoir, est-ce que l'intelligence émotionnelle, ce sont des qualités que tu cherches à détecter auprès justement de l'ensemble de ces candidats? Alors, moi je dirais non et oui. Non, parce que vous l'avez indiqué, Paulina et toi tout à l'heure, des émotions, on en a tous. Nous en vivons à longueur de journée, dans la sphère pro et dans la sphère perso. Donc pour moi, nous avons tous une intelligence émotionnelle qui est plus ou moins développée. Et non aussi parce que on parle beaucoup de l'intelligence émotionnelle. Je suis pas convaincu que ce soit une qualité, mais c'est plutôt un générateur de qualité personnelle, de soft skills, comme on les appelle en anglais. Et donc quelques exemples ont été donnés au cours de la présentation. L'intelligence émotionnelle, c'est générateur d'empathie, c'est générateur d'affirmation personnelle, c'est générateur d'une bonne gestion du stress. Donc c'est la partie de la réponse qui me ferait dire non pour préciser les termes. Et oui, bien sûr, parce que vous avez eu l'occasion au sein de Chronos, de nous expliquer en quoi le monde était devenu VUCA. Ariane Group est devenu une société agile et aujourd'hui Shift. Et aujourd'hui, il est clair que dans une entreprise qui continue son intégration et qui se transforme, une bonne gestion des émotions et la prise en compte des émotions de l'autre, moi je suis convaincu que c'est un levier d'efficacité et de performance. Et au final, je dirais que nous ne manquons pas aujourd'hui d'opportunités de pratiquer l'intelligence émotionnelle. Et moi, il y a un exemple très basique qui me vient, c'est celui d'il y a quelques années où j'allais récupérer les candidats à l'accueil et je leur faisais passer le portique d'entrée. Et on va dire que tous les candidats qui n'activaient pas assez fort le portique se croyaient coincés dans le hachoir. Et c'était l'occasion de voir en eux des signes de manifestation du stress. Et j'ai compris que si je n'intervenais pas pour les aider à verbaliser ce moment un petit peu de panique qui fait que ils étaient coincés à l'entrée, cette peur elle est restée quelque part latente au cours de l'entretien et que finalement de les aider à verbaliser leur ressenti, c'était l'occasion de parler d'autre chose que de la peur, de limiter mes biais de recruteur en allant au mieux chercher les éléments dont j'avais besoin. Donc oui, c'est une qualité recherchée parce que apprendre à nommer ses émotions, les différencier avec toutes les nuances, c'est la meilleure façon de les canaliser, d'être authentique, ça vous en avez déjà parlé. Et puis identifier, décoder l'émotion de l'autre, c'est une certaine forme de gymnastique, mais
voilà, si c'est aussi un facteur propice à la cohésion et puis à bon nombre de résolutions de problèmes interpersonnels. Merci. Je pourrais dire. Merci beaucoup. Question, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, ce truc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, question suivante, pardon. Quelle place, finalement, pour toi, tient, en tout cas occupe, l'intelligence émotionnelle au sein de la fonction RH chez Ariane Group? Ah, il y a plein d'exemples là qui me viennent. Alors, j'ai parlé du recrutement il y a quelques instants. Ben, c'est quand même là où tout commence hein, dans la vie du salarié. Donc, voilà, je donne un exemple dans le recrutement. Il s'agit parfois de verbaliser avec la fameuse métacommunication, de verbaliser voilà, ce qu'on perçoit de l'émotion de l'autre. Donc, je dirais, c'est une bonne opportunité de développer son intelligence émotionnelle. Après, je pense à l'accompagnement à la mobilité. Nous sommes tous impliqués dans nos objectifs de mobilité et Ariane Group, je pense, peut-être à de très très bons résultats sur la mobilité. Et bien, je dirais que dans l'accompagnement du salarié, qu'on soit RH ou même manager, on va dire que globalement, il va expérimenter la fameuse courbe du deuil et la courbe du changement. Et quand on la traduit émotionnellement, la courbe du deuil, ce n'est pas autre chose qu'une succession voilà, de gammes d'émotions et que mieux on accompagne le salarié dans leur exploration et généralement plus vite il remonte la pente. Il y a aussi le développement des équipes. Je sais que vous avez, donc vous, manager, vous avez aussi participé, je crois, à une conférence sur la posture de coach. Dans la posture de coach, il y a aussi voilà, la prise en compte de l'émotion de l'autre pour l'aider à se questionner et aussi à se réapproprier tous ces éléments qui ne passent pas forcément que par des mots. Et puis, voilà un dernier exemple, les RPS. Nous sommes impliqués dans les plans d'action de prévention des risques psychosociaux. Et pour moi, je dirais que c'est un exercice qui est propice à la pratique d'une intelligence émotionnelle parce que les ateliers qui se mettent en place, pour moi, ils sont propices avant de passer à la phase cérébrale de consolidation du plan d'action. Il va passer par un temps de recueil du ressenti, voilà, de l'ensemble des équipes, des collaborateurs. Et là, on est typiquement dans une bonne pratique, du plan de prévention des risques psychosociaux. Voilà. Et puis je crois que ça a été dit. Plus on cherche à réfréner son émotion et plus on s'expose au risque qu'elle revienne postérieurement. Et quand elle revient parfois de façon disproportionnée, parfois inappropriée. Et qu'à l'inverse, quand on partage nos émotions agréables, en général, on participe au climat de travail, à la bonne ambiance. Et à titre personnel, je trouve qu'au sein d'Ariane Group, nous faisons aujourd'hui de grands progrès pour aussi communiquer sur nos réalisations avec des visuels, avec des messages positifs. Et je crois que c'est aussi une bonne façon d'alimenter la joie, le bien-être au travail. Carrément. J'ai donc une dernière question pour toi, puisque voilà, on a beaucoup donc développé tout ce qui tourne autour de l'intelligence émotionnelle. Et c'était cette question-là, c'est finalement comment, pour ceux qui en auraient envie ou qui en exprimeraient le besoin, comment développer sa propre intelligence émotionnelle? Est-ce que voilà, il y a des formations? Alors, moi, je sais qu'il y en a puisque j'en ai parlé tout à l'heure, mais comment se former finalement? Ou faut-il se former tout simplement à l'intelligence émotionnelle? Alors, faut-il moi, je ferais plutôt une proposition parce que nous avons tous une intelligence émotionnelle plus ou moins développée avec laquelle on est parfois plus ou moins à l'aise au moment où on en parle. Peut-être que cette conférence donnera l'occasion de se dire qu'au sein d'Ariane Group, souvent on pense très bien, on pense beaucoup, donc le contexte il fonctionne bien et peut-être que cette conférence aura l'occasion
voilà, de se réapproprier voilà, nos différents cerveaux dans un système intégré, je vais les appeler comme ça. Et pour aller plus loin, alors Pauline a dit pas mal de choses tout à l'heure sur des exemples de situations d'équipe ou de face à face. Je sais qu'il existe une formation dans le catalogue Ariane Group. Alors, j'ai remarqué qu'elle ne s'appelle pas intelligence émotionnelle, mais intelligence relationnelle. Donc, c'est encore un exemple de ce qui mériterait d'être peut-être encore démocratisé au sein de l'entreprise. Et puis, je dirais que c'est un sujet qui a le vent en poupe et qui aujourd'hui fait l'objet de pas mal de formations. Je pense à la plateforme CPF. Hein, quand on tape intelligence émotionnelle, on trouve pas mal de formations qui reprennent, je pense, bon nombre de thèmes qui ont été abordés aujourd'hui pour identifier les émotions, pour mieux apprendre ses émotions et puis celles de l'autre. Mais je dirais globalement, toutes les formations, bon nombre de formations sur le développement personnel, elles ont une dimension émotionnelle. Hein, que je pense à la gestion de conflits, à la posture de coach. Généralement, elles comportent également un chapitre sur le sujet. Et puis, dernier point, puisque j'ai la chance de faire partie du dispositif des CAP, les compétences accélérateurs PASS, eh bien, Ariane Group fait le choix pour la plupart des dispositifs donc de faire passer l'EQI, donc Emotional Quotient Inventory, qui est un outil disponible sur le marché qui permet de mesurer son quotient émotionnel et d'en décliner un plan d'action. Donc ce sont des choses également qui sont en place et qui, j'espère, pourront continuer de vivre au sein de l'entreprise. Ouais. Merci beaucoup parce que ça témoigne du fait que dans votre entreprise, vous avez pris conscience de l'importance de l'émotion, de l'intelligence émotionnelle, et que vous vous donnez aussi les moyens de l'évaluer, de la mesurer et forcément d'agir. Alors avant de réouvrir les micros et laisser la place éventuellement aux questions pour ceux qui auraient envie de les poser et pour conclure, je voudrais juste rappeler que pour Mintzberg, qui était aussi quelqu'un dont on a largement déjà parlé, le management est une pratique qui fait appel à de nombreuses compétences relationnelles. Dans les années 2000-2010, nous ont permis d'affiner ce concept et ce concept de compétences émotionnelles en cherchant à l'appliquer directement au management dans différents domaines. Les futurologues, ceux qui observent l'avenir, les experts en prospective placent l'intelligence émotionnelle comme compétence majeure à l'horizon 2020, donc on y est déjà, on y est complètement dedans, comme par exemple dans un rapport du World Economic Forum. Il nous reste donc finalement, si ce n'est pas encore le cas, à teinter notre management, à faire évoluer notre culture managériale en développant les compétences émotionnelles, les nôtres, bien sûr, en tant que manager, mais aussi celles des personnes qu'on a le redoutable honneur d'accompagner et de faire progresser. Et tout ça en créant, évidemment, en créant un environnement encore plus positif. L'intelligence émotionnelle, c'est donc un bon pilier ou un pilier très fort du bon fonctionnement des entreprises. Développer cette intelligence émotionnelle, en tenir compte, va nous aider à renforcer la cohésion des équipes et donc, finalement, d'améliorer les performances. Je vous remercie, Paulina. Évidemment, également, nous vous remercions. De nous avoir écoutés. Et d'avoir prêté attention à nos propos. Et puis, on vous dit à très bientôt, dans un petit mois, pour la conférence suivante qui portera sur le feedback. Et puis en attendant, on vous laisse plein d'expérimentations formidables de votre quotient émotionnel et de ceux de vos collaborateurs. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.